Bonjour Ernestine René, Bonjour. merci d'être avec nous. Première question, en quoi cette structure est-elle unique en France? C'était la première, donc créée en 2002. Et en fait, ce qui fait l'unique, c'est qu'à la fois, on observe bien sûr l'ampleur des dégâts, c'est évident, mais aussi on crée des dispositifs nouveaux qui ont vocation ensuite à être pris au niveau de la France entière. Quel exemple pouvez-vous nous donner ce matin? Le téléphone grave danger, pour les femmes en très grand danger. Un portable que l'on donne? Un téléphone portable ordinaire, on appuie sur une touche et on est mis en relation avec un téléassisteur qui est mis en relation tout de suite avec la police. Et du coup, si on est très en danger, on va être bien sûr protégé par l'arrivée de la police. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé en Seine-Saint-Denis et qui est aujourd'hui déployé au niveau national. Alors Ernestine René, c'est une année un peu particulière que nous avons vécue au niveau des droits des femmes après le scandale aux États-Unis avec ce producteur américain Weinstein. On voit l'impact chez les stars, dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télévision, avec une prise de parole des personnalités, des stars, des vedettes, des people, comme on dit. Voyez-vous des répercussions dans la vie quotidienne de tous les jours? Je pense que la honte est en train de changer de camp. Ce qui est nouveau avec ce qu'on a appelé la libération de la parole, c'est que finalement la société tout entière prend conscience de l'ampleur des violences, ce qui n'existait pas tout à fait suffisamment avant. On a encore de la marge, mais disons qu'il y a une libération de la parole qui est nouvelle, et elle est nouvelle grâce au fait que les femmes ne se sentent plus seules. Elles savent qu'il y en a d'autres, et ça rend évidemment plus fortes les femmes, et ça les amène à porter davantage plainte. On vous en parle au quotidien? On vous cite ça en exemple, ce qui se passe dans le milieu du cinéma et ce qui s'est passé aux États-Unis? Alors, on ne parle pas trop du milieu du cinéma, on parle plutôt du milieu ordinaire, des femmes ordinaires, et ça aussi c'est intéressant. À la fois les femmes, mais aussi les hommes s'interrogent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire que on est bien d'accord qu'il y a des hommes agresseurs, mais tous les hommes sont loin d'être des agresseurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Caroline Dehaas, qui est une féministe et qui a dit un homme sur 2 ou 3 est un prédateur? Je ne suis pas une fan de cette idée-là. Je pense que ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près une femme sur 10 qui est victime de violences dans le couple. Ça fait quand même, donc on va dire un homme sur 10, si je suis un peu... C'est pas très bon au niveau statistique, mais c'est à peu près ça l'idée. Et donc, ça fait quand même 9 hommes sur 10 qui ne le sont pas. Et ça, je pense que c'est très important, parce que l'idée que les hommes peuvent aussi entrer dans ce combat est quelque chose qu'on doit avoir dans la tête. Alors, vous avez organisé les 16e rencontres de l'Observatoire des violences en Seine-Saint-Denis. C'était mardi, le 6 mars, avec un beau succès. Vous mettez en avant quelque chose dont on parle peu. C'est... comment on peut le dire, la cyberviolence, le cybercontrôle des femmes? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des moyens technologiques nouveaux et dans le fond, on utilise ces moyens, on étant les hommes agresseurs, utilise ces moyens technologiques nouveaux pour finalement continuer la violence qu'ils ont commencé en général en direct, si j'ose dire, par les moyens nouveaux. Par exemple, ils entrent dans les comptes Facebook de la dame, même après la séparation. Ils entrent dans les comptes CAF, dans les comptes bancaires. Ils donnent un téléphone portable à leur fils. C'est très sympathique, mais en même temps, ça permet la géolocalisation de madame, de savoir où elle habite, si elle a le droit de cacher l'adresse, etc. C'est-à-dire que ces moyens peuvent être utilisés tout à fait à l'envers de ce que ça devrait offrir comme possibilité. Et vous apportez une réponse, comment se défaire de ce cybercontrôle? Eh bien, c'est difficile. Ça suppose que les professionnels soient formés, notamment les professionnels des forces de sécurité, pour qu'ils puissent repérer ce type de violence et donc que ça puisse être pénalisé. Mais comment on le repère? Le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Quelqu'un est rentré dans les comptes CAF et madame ne touche plus sa CAF. Quelqu'un est rentré dans les comptes Facebook, etc. La mise sur Facebook, par exemple, d'images
dénudé de madame, évidemment, ça fait peur à la dame et puis ça l'humilie. C'est-à-dire qu'on continue la violence réelle en présence avec une violence qui est tout aussi réelle et qui fait tout aussi peur, qui isole autant la femme. C'est-à-dire que les mécanismes de la violence se retrouvent dans le cybercontrôle. C'est très important, c'est encore peu connu et il nous paraît très important de le faire savoir. Et donc, il faut apprendre aux institutions à mieux prendre en charge les femmes victimes, et vous l'avez dit, notamment les forces de sécurité. Les forces de sécurité, la justice. Et d'ailleurs, on a parlé de la libération de la parole, c'est la même idée. C'est-à-dire que je libère ma parole, je révèle des violences. Ce qui est important, c'est que derrière, les forces de sécurité soient en nombre suffisant pour prendre correctement la plainte, que l'audition soit bonne, ce qui donnera une bonne enquête, ce qui donnera des poursuites. S'il n'y a pas une bonne audition, il y aura une mauvaise enquête et il n'y aura pas de poursuite. Donc c'est très très important qu'on ait en nombre suffisant les forces de sécurité et la justice. Et vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on manque cruellement de magistrats. C'est un département particulier pour la violence faite aux femmes? Non, je ne pense pas que ce soit un département particulier. Ce qui est particulier, c'est la lucidité avec laquelle on regarde les violences et avec laquelle on invente. Ce qui est aussi intéressant, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas seulement pauvre et malade, mais on est dans l'idée qu'on peut faire quelque chose et on sauve des vies en Seine-Saint-Denis. On permet aux femmes d'être tranquilles lorsque monsieur va rencontrer ses enfants. Donc, on a des mesures nouvelles. Quel est votre prochain combat? Notre prochain combat, c'est de continuer le combat contre les violences dans tous les domaines. Donc, aussi bien, évidemment, le cybercontrôle. Il n'y a pas un domaine particulier. Vous avez mis en lumière ce cybercontrôle. On en parle quand même assez peu. On en parle chez les adolescents, notamment. Oui. Est-ce que vous avez un nouvel angle d'attaque? Alors, on va dire que l'angle d'attaque pour cette année va être l'impact des violences sur les enfants. On pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait sous-estimé, c'est à quel point quand papa tape maman, ça fait mal aux enfants. Et je pense que c'est une idée qui n'est pas encore bien connue et sur laquelle il faut qu'on continue à travailler. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez coécrit un livre, Violence conjugale, le droit d'être protégé. C'est sorti chez Duno. Et vous avez mis en place à la Fac Paris 8 un diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Ernestine Renet, présidente de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. Je vous souhaite bon courage et une bonne journée. Merci beaucoup.